Ce numéro s'intéresse au thème malversation au greffe du tribunal de première instance de Cotonou. La justice aussi épinglée. C'est à cette interrogation que vont tenter de répondre deux invités. Peggy Dovic Dagba, il est le rédacteur en chef de Diaspora FM. Bonjour Peggy. Bonjour à vous tranquillin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Face à vous, Rodrigue Rustico, expert financier, analyste politique, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour amis auditeurs. En Conseil des ministres du 25 avril 2018, le gouvernement a annoncé des anomalies de plus de 1,5 milliard de francs CFA au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, des anomalies à observer lors de la passation de charges entre Madame Désirée Tosuno Zakari et Maître M. Abou Seydou. Ce dernier admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2017. Peggy Ludovic Dagba, ce n'est qu'en mars que Madame Tosuno a pris officiellement en fonction, soit 6 mois après. Comment expliquer le refus du greffier sortant à passer le témoin? C'est une grosse interrogation sur la question. Vous le savez très bien au Bénin, nous avons été habitués souvent dans des cas comme celui-là que des gens admis à faire valoir leurs droits à la retraite se sont toujours ou souvent maintenus en position. Pour quelles raisons? Il nous est arrivé à un moment donné d'investiguer pour chercher à comprendre un peu pourquoi ce métier au poste, c'était souvent par décision de la hiérarchie, compte tenu peut-être de l'importance et, comment dirais-je, du profil de celui qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite, parce que peut-être ce dernier, on n'a pas encore trouvé un remplaçant à ce dernier, donc on est souvent amené à le conserver à son poste le temps qu'on le trouve quelqu'un qui puisse valablement le remplacer. Mais et puis ceci est certainement admis par les tests, puisque nous sommes allés quand même dans l'administration où on nous a donné certaines explications par rapport à ça. Mais dans le cas précis, je ne saurais vraiment vous le dire. Je peux vous apporter cette précision. La dame a été nommée le 19 octobre. Et ce n'est qu'en mars qu'elle a pris fonction. Donc de sources bien informées, c'est qu'il a fallu plusieurs pressions sur Abou Seydou avant qu'il ne passe finalement service à celle qui a été nommée en Conseil des ministres en mars dernier. Alors ça veut dire que c'est une résistance. Le cas en présence ne peut être traduit que par cette terminologie. Apparemment, le mise en cause a quand même quelques éléments peut-être à dissimuler ou, comment dirais-je, à expliquer avant de partir. Moi, je trouve que vraiment, c'est le gouvernement et ceux qui ont le contrôle de ces genres de choses à charge, on devrait agir. Et je crois que c'est ce qui a été fait pour qu'ils puissent finalement passer service. Et là, malheureusement, on comprend maintenant pourquoi il ne voulait pas partir. Parce qu'il y a des choses à cacher, apparemment. Parce qu'il s'en va et on note maintenant un déficit de plus d'1,5 milliard dans sa gestion, ce qui, ma foi, laisse vraiment songeur. On se pose vraiment des questions. Est-ce que c'est lui-même qui l'a fait? Est-ce qu'il est seul? Est-ce que c'est de connivence avec d'autres membres, en tout cas, du corps de la justice? Nous allons attendre simplement l'instruction du dossier parce que le procureur de la République a été saisi de ce dossier et nous attendons les prochains jours son instruction. Rustico, Rodrigue, vous êtes analyste politique. L'attitude de Maître Abou Seydou, comment vous l'analysez? Bon, écoutez, par rapport à ce sujet, je pense que je vais d'abord rejeter le tort sur le contrôle interne. C'est-à-dire que si on doit pouvoir confier la gestion des sous à une personne durant près de 6 ans, sans pour autant faire régulièrement des petits contrôles, vous voyez, ça pose un problème. C'est pour vous dire que les erreurs en gestion se payent cash. Et il y a eu une légèreté au niveau du système de contrôle interne et le CIE a certainement eu à commettre des erreurs de gestion, ce qu'il a rattrapé aujourd'hui. Et je crois que, comme le disait Peggy tout à l'heure, il y avait un aspect très important. On nous avait habitués à un système où la personne doit pouvoir aller à la retraite, on attendait quand même la personne qui doit pouvoir la remplacer, mais cette fois-ci on a anticipé. La dame a été nommée depuis le mois d'août et le monsieur devait aller à la retraite le 1er octobre, je crois, mais la dame a pris service pratiquement le 19 octobre.
Vous voyez, le cas est grand. En 19 mars. Donc, c'est environ 6 mois après. 6 mois après. Donc, c'est beaucoup. Et on a demandé de venir passer service. Mais c'est la moindre des choses, parce que quand vous gérez, d'accord, quand vous avez une responsabilité, vous devez pouvoir être en mesure de faire le point avant de partir. Parce que l'État étant une continuité, il n'y a pas de raison à ce que vous ne passiez par service. La passation de charges n'a pas eu lieu. Et on aurait appris qu'on l'a relancé plusieurs fois. Vous lui demandez de venir passer service, il ne venait pas parce qu'il donnait des prétextes différents. Alors, dans le contexte actuel, je pense qu'il n'avait pas raison de le faire ainsi, parce que lui-même savait qu'il y avait certainement des ardoises noires à cacher. Et aujourd'hui, on est à la découverte et c'est vraiment malheureux. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas laisser une gestion durant près de 6 ans sans vraiment les auditer, sans vraiment les vérifier, même si avant il y avait des audits qui étaient effectués. Cela voudrait dire que ces audits n'étaient pas bien faits. Parce que c'est un cumul de déficits. Ce n'est pas sur un seul exercice que le déficit s'est remarqué. C'est un cumul de déficits. Et quand on parle de déficit, c'est vraiment qu'on a remarqué qu'il y a une différence entre les soldes à la banque que nous devons avoir et les soldes attendus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce gap-là. Mais il va falloir situer un peu les responsabilités. Quand vous avez à gérer les fonds publics, vous n'avez pas le choix. Et n'oubliez pas, c'est les fonds du contribuable. C'est les fonds des contribuables qui sont là. Et là, on ne peut pas permettre à ce qu'un individu puisse user tout simplement des fonds du contribuable aussi facilement que ça. Je crois qu'il faut saluer le gouvernement qui a fait ce travail-là, où effectivement le refus était en fait la raison pour laquelle il y avait une raison primordiale derrière le refus. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'il puisse répondre de ces actes devant les juridictions compétentes et que des choses comme ça ne nous parviennent plus dans la République. Heureusement, l'inspection des services judiciaires, sur instruction bien entendu du ministre de la Justice, a fait son travail et a révélé bien entendu cette anomalie. Mais bien avant, l'intéressé était sur le terrain politique, en train de faire poser des actes caritatifs. Bon, comment comprendre que la structure, le greffe, qui est quand même une structure du service judiciaire, soit quand même emballé par ces genres d'anomalies? Tant qu'il est à Cap Valentin, avant de poursuivre, j'aimerais quand même faire une petite mise au point. Nous ne sommes pas là en train de juger Maître Abou Seydou. Nous sommes juste en train de, voilà, nous sommes en train juste d'analyser cette décision du gouvernement qui porte à sa charge, en tout cas, ce déficit. Nous comprenons et nous attendons simplement que la justice puisse vraiment faire son travail et apporter la lumière qu'il faut. Alors, votre question m'intéresse au plus haut niveau parce que le greffe est quand même une partie de la justice. C'est quand même, comment dirais-je, une institution importante en cela que, eh bien, c'est la mémoire de la justice pour ce que j'en sais. Alors, si une partie de la justice en viendrait à être épinglée par une malversation, je pense qu'il y a un vrai problème et je me pose des questions par rapport à l'honorabilité de la justice tout entière. Je n'irai pas jusque-là à penser que toute la justice est comment dirais-je, incriminée par ceci, mais on ne peut pas quand même accepter facilement ceci. Rodrigue Rustico le disait tantôt, c'est quand même du maniement des fonds publics qu'il s'agit. C'est le contribuable qui, ma foi, est allé déposer ces fonds et qui doivent pouvoir aider à une gestion heureuse de la cité. Donc, au niveau d'une institution comme celle-là, je pense qu'il doit avoir plus de soins, il doit avoir plus de cadres. C'est vrai que ceux qui sont nommés sont des gens responsables, des gens probes en qui on a confiance. C'est pour cela qu'on les nomme au poste de responsabilité. Mais ceci ne doit pas suffire, ne doit pas constituer vraiment l'élément, comment dirais-je, une plate-bande sur laquelle ils pourront marcher comme ils l'entendent. Encore faudrait-il qu'on puisse vraiment mettre une ceinture de sécurité, un cordon de sécurité afin de vérifier peut-être a posteriori eh bien, ces actes-là, mais dans un délai raisonnable afin de très rapidement traquer la bête et vraiment l'appréhender si on devrait avoir de fausses notes. Donc, vraiment comprendre, on ne peut pas comprendre que la greffe puisse être sujette à cette, ces malversations. Ceci n'est pas du tout honorable pour la maison justice. Rustico, Rodrigue, la question de l'honorabilité
de la maison de justice est donc posée à travers cette anomalie enregistrée. Bien sûr, j'ajouterais que c'est une anomalie qui est significative parce que 1,5 milliard, c'est beaucoup d'argent. Et vous voyez, il y avait pratiquement 3 comptes bancaires qui étaient vraiment mis en cause sous la responsabilité en fait, du greffier en chef. Cela veut dire qu'il doit être en mesure de répondre de ces actes-là. Donc, il n'y a pas de raison à ce que nous puissions peindre en blanc ce qui a été fait. Mais tout au moins, nous reconnaissons qu'il y a vraiment un problème. Et ce problème-là a vraiment sali l'image de la justice parce qu'on ne peut pas dire ceux-là qui s'occupent de la justice de la population vont vraiment se mêler dans une situation de malversation. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne image que nous donnons pour notre pays. Et s'il s'avérait que ces informations sont justes, alors là, il est seul responsable parce que quand vous lisez un peu le relevé du Conseil des ministres, ça a été dit que les comptes bancaires étaient ouverts sous sa responsabilité. Cela voudrait dire qu'il doit pouvoir être en mesure de répondre de ces actes du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous attendons tout simplement que la justice fasse son travail et que si effectivement ces déficits-là sont justifiés, il va falloir quand même prendre les décisions les plus adéquates. Et le plus important également, c'est de parvenir à éviter ce genre de situation parce que c'est tout simplement l'État. L'État aussi est défaillant. Comment alors éviter ces oui, genres pour éviter. Vous savez, je parlais tout à l'heure du contrôle interne. C'est un dispositif qu'on met en place. Est-ce que la sortie des ressources de la banque suivait normalement une procédure normale? Est-ce qu'il est seul à signer? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place pour sécuriser un peu ce patrimoine public? Mais je pense que c'est le moment d'interroger les tests. Voilà. Comment est-ce que dans une structure, qu'on le veuille ou non, c'est étatique et bien structuré, comment est-ce qu'un greffier en chef peut ouvrir des comptes et contrôler en même temps les mêmes comptes alors qu'il ne s'agit pas de sa propriété privée, de son patrimoine personnel? Mais je pense quand même qu'au ministère, dans les ministères, il y a un dispositif qu'on appelle contrôle de suivi interne, je crois, des actes. Normalement, je crois que c'est quand même ce corps qui devrait pouvoir se mettre en branle. Parce que je ne peux pas être des services judiciaires. Je ne peux quand même pas être juge et partie. Hein? Je suis là, je gère, mais c'est à savoir si c'est à se demander si vraiment il est libre. Et il peut faire ce qu'il veut, comme il le veut, comme il l'entend. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'a pas pu bénéficier quand même d'une certaine complicité au niveau supérieur? Parce que on ne peut pas comprendre que cela se fasse aussi facilement. C'est pas possible. Et peut-être que si on va étendre un peu ce contrôle-là à d'autres postes de responsabilité, on risque d'avoir les mêmes choses. Parce qu'on ne comprend vraiment pas comment ces genres d'actes sont organisés par les tests. Moi, je pense qu'il faudrait interroger les tests qui régissent, en tout cas, le fonctionnement des ministères, le fonctionnement du tribunal de première instance de Cotonou, pour savoir réellement, est-ce que lui, il est souverain, il est totalement, comment dirais-je, seul responsable de ce qu'il fait, sans pouvoir soumettre quelque peu ces sollicitations et autres. En tout cas, c'est de grosses questions qui restent posées et je pense que le président de la République, le ministère chargé de la justice a quand même du boulot. C'est vrai que la justice est autonome, on le dit, mais il y a des règles qui accompagnent, en tout cas, cette autonomie qui permettent de gérer au mieux les fonds publics qui sont mis à leur disposition avec la traçabilité. Il ne faudrait pas que ce que nous avons vécu il y a une bonne vingtaine d'années en arrière par rapport aux frais de justice criminelle puisse revenir. Parce que si on ne met pas... Si on ne met pas les balises qu'il faut, c'est qu'on risque de retourner dans l'histoire et franchement ce serait dommage. Le gouvernement en tout cas a instruit le ministre de la Justice pour que tous les tribunaux de première instance soient audités, notamment au niveau des greffes. Oui, vous savez, c'est vrai, ça veut dire qu'on est vraiment un peu dans un monde un peu tard. Parce qu'il ne fallait pas laisser les tribunaux gérer les fonds publics sans pour autant vérifier les comptes. Vous savez, moi j'étais un peu gêné. Les audits peuvent remonter jusqu'à 5 ans, les 5 dernières années par exemple. Vous voyez, mais est-ce qu'on peut laisser quelqu'un gérer les fonds publics durant 5 ans sans l'auditer? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes en train de mettre en place le lit pour la corruption. C'est le détournement qui va se passer. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Vous savez, tous les tribunaux ont l'obligation de faire la reddition des comptes. Vous devez présenter vos comptes de gestion que vous devez déposer à la Chambre des comptes. Mais écoutez, comment cela se fait? Est-ce que ceux-là qui sont
chargés d'élaborer, de faire la réduction des comptes, les comptes de gestion sur pièces et sur chiffres, n'ont pas tenu compte de ces comptes bancaires. Moi, je me demande ce qui était vraiment au fond de ce dossier jusqu'à ce qu'on puisse sentir ce gap-là. Ça veut dire qu'il faut interpeller pratiquement tout le monde sur la chaîne. Cela veut dire que ce n'est pas forcément le greffier en chef seul. Il ne pourra pas le faire seul. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse seul. Donc, il faut alors interroger tout le monde sur la chaîne. Parce que, je vous dis tout à l'heure, on fait les comptes de gestion. Et quand on parle de comptes de gestion, vous savez qu'à chaque dépense nécessite une pièce comptable. À chaque dépense nécessite une pièce comptable. Mais j'imagine comment on peut justifier une sortie d'un compte bancaire sans pour autant avoir des pièces justificatives. Cela pose un problème d'organisation. Cela pose un problème d'absence de suivi dans les fonds publics. On doit pouvoir être sûr que les fonds publics, qui sont destinés naturellement à des dépenses gouvernementales, ne doivent pas être dilapidés. On ne peut pas accepter cela. Donc, la réduction des comptes, c'est une obligation. Et vous savez, et mieux, quand vous ne faites pas quand vous faites la réduction des comptes, à tout moment, on peut vous interpeller. À tout moment, on peut vous interpeller, vous dire, telle dépense que vous avez opérée, est-ce qu'elle est opportune? Est-ce qu'elle est budgétisée? On peut le faire. On peut vérifier la situation des comptes bancaires que vous avez, vérifier les soldes, faire les rapprochements. Mais voilà que le mini rapprochement qui a été fait donne la chance au gouvernement de comprendre qu'il y avait des déficits. Cela veut dire qu'il n'y avait pas un travail de fond qui se faisait par le passé. Vous imaginez que ce n'est même pas encore un audit, c'est juste un petit constat qui a été fait. Donc, quand on va se lancer maintenant dans les audits, vous allez découvrir encore beaucoup d'autres choses. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre vraiment les difficultés avant d'auditer. Un fonds public, on ne doit pas attendre les difficultés avant de les auditer. Il faut les auditer pratiquement chaque année. C'est important. Justement, à quelle est la faute Peggy David Dagba? Ceux qui sont chargés d'auditer, ceux qui sont chargés d'inspecter ces comptes ne l'ont pas fait. Alors finalement, ce n'est pas. Il y a d'autres responsables qui sont cachés dans l'aube que le gouvernement ou que la justice doit essayer de récupérer. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'entame de cette émission, je disais tantôt que la justice a vraiment un bon rôle là à jouer pour vraiment nous révéler les dessous de cette affaire. Le procureur de la République s'est saisi du dossier, en tout cas, doit nous rendre des comptes d'ici à là, parce que on ne peut pas comprendre que ceci se fasse. Vous demandez à qui la faute? La faute, elle est pratiquement à l'appareil de contrôle. À l'appareil, d'abord au gouvernement. Mais on va dire que ce gouvernement vient d'arriver. C'est vrai, ça fait 2 ans ils sont venus. Finalement, c'est eux quand même qui ont pu identifier le mal. Mais il faudra comprendre que, comme le disait tantôt Rodrigo Rustico, il faudrait pouvoir vraiment organiser le contrôle, même si c'est par an. Parce que à un exercice clos, on doit pouvoir rendre compte, histoire de voir un peu, on va interroger ce compte rendu pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut faire pour éviter que ce qui n'a pas marché ne se produise à nouveau, et on fait des projections pour l'année nouvelle. Et c'est ça qui devrait être l'élément le plus important, je pense. Les responsables, ils sont à divers niveaux, c'est toute la chaîne, parce que il peut pas rester en vase clos et le faire le seul, c'est pas possible. Il a dû donner des ordres. Il y a des gens qui sont là quand même pour d'abord analyser un peu les propositions avant de donner des conclusions qui vont pouvoir aller dans le sens de ce qu'il faut décaisser ou il ne faut pas décaisser. Donc ceux-là aussi doivent être interpellés pour nous dire réellement, au moment où ils ont été saisis par ces genres de dossiers, quelles ont été leurs conclusions? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont donné des visas? Est-ce qu'ils ont opposé des faits de non-recevoir? Et malgré ça, on a passé outre. Donc c'est des éléments qu'il faudra chercher à savoir, parce que c'est assez grave. On ne peut pas, sur 5 ans, détourner aussi vertement 1,5 milliard, encore que c'est la partie visible de l'iceberg. Si vraiment cet audit pourrait vraiment se tenir, ça va révéler des dessous importants. Et là, bonjour la Gadou. Oui, je peux vous rassurer que c'est un nouveau feuilleton qui est en téléchargement, et c'est vraiment là. Parce que quand on va faire les audits, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à révéler. Mais c'est que la responsabilité, je jette cela sur l'État central, sur l'appareil étatique. On ne peut pas laisser vraiment, j'insiste là-dessus, on ne peut pas laisser gérer les fonds publics sans les auditer. Ce n'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, on veut maintenant repartir en arrière. On connaît un peu, on sait un peu comment ça se passe dans la République. On va partir en arrière, on va détecter qu'il y a des erreurs, mais on ne fera pratiquement rien. Ça va poser problème. À ce niveau, c'est qu'en retournant en arrière, on va identifier les choses, mais il y aura des relents politiques. Comme toujours. Parce que vous savez très bien que cette gestion a succédé à une autre. Donc, celle-là, on a su un peu quand même comment ça s'opérait. Vous avez besoin de combien de milliards, passer demain, chercher. Alors, comment ces milliards se retrouvent-ils à ce niveau-là? Grosse point d'interrogation. Donc,
attendez-vous encore à des charivaris dans la République, on va dire, chasse aux sorcières, on veut gêner tel dans sa retraite paisible. Donc, vraiment, moi, je pense quand même que ce gouvernement-ci a donné totalement la preuve de ce qu'il entend aller au bout des dossiers, au bout des lièvres qu'il soulève. J'espère simplement qu'il saura trouver la formule pour résister à toutes ces tentatives, à toutes ces, comment dirais-je, ces implications, ces éléments qui vont vouloir l'arrêter dans son élan et pouvoir vraiment nous donner un résultat final assez probant. Puisque nous parlons de la maison justice, souffrez que j'aborde le sujet, le dossier à Tao, au moins recueillir quelques vos avis sur ce feuilleton. Le procureur du tribunal de première instance était face aux journalistes hier, a donné son point de vue sur ce dossier et finalement l'honorable a été transféré au centre psychiatrique parce que le procureur dans ses dires a indiqué que le monsieur, l'honorable, souffrait de troubles psychologiques. Guy de Vigdagua. Bon, je ne sais pas si le procureur de la République est qualifié à trouver, en tout cas chez quelqu'un. Il a des experts autour de lui, bon, c'est sûr. Donc il a certainement fait foi, comment dire, aux conclusions des experts. Ce que moi je vais vous dire dans cette affaire, c'est ma gêne. C'est une grosse gêne à mon niveau parce que j'ai suivi l'intéressé sur les ondes internationales qui disait que c'est le procureur qui est intervenu pour l'extirper d'abord de la main des commissaires. Ensuite, il l'a amené dans son bureau et c'est lui qui a appelé, qui a dû faire vider, en tout cas, le commissaire de ses bureaux. Voilà que le procureur lui-même monte au créneau pour dire que rien de tout ceci n'en est. Alors je me demande vraiment à quoi s'en tenir dans cette affaire. Et si on le conduit, comment dirais-je, au centre psychiatrique, il y a quand même des questions à se poser réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour qu'on en arrive à ce niveau, l'individu s'est quand même délibérément décidé à aller se rendre à la justice. Mais pourquoi toute cette mise en scène? Parce que finalement, je crois que c'est ce à quoi on est en train d'aboutir si je m'en tiens aux éléments en présence. Lui-même, il a affirmé autre chose. Voilà ce que dit le procureur. Mais le résultat, c'est qu'il est en train d'être, comment dirais-je, suivi cliniquement au centre psychiatrique. Donc, franchement, pour moi, ce problème, il y a du flou dedans. Et je crois qu'une fois de plus, il appartient à la justice de démêler les chevaux. Ce qui est sûr, il est venu, le juge l'a écouté. Alors, la valeur de ce qu'il a déclaré au juge pendant près de 3 heures, ce sera quoi? Ça va servir à quoi? Puisque le procureur lui-même maintenant est en train de nous dire qu'il a des signes de défaillance psychologique. Alors, est-ce que tout ce qu'il a déclaré au juge dans cette affaire pourra être retenu, pourra servir ou carrément, parce qu'il a ceci là, on va jeter ça à la poubelle? Grosse question. Et puis le DGPR, le directeur général de la police républicaine, avant la sortie du procureur de la République, a indiqué qu'aucun policier ou gendarme n'a molesté l'honorable justement sur le terrain. Et par la suite, c'est bien au centre psychiatrique qu'on l'a conduit. Dans ce flou, comment finalement la vérité finira par jaillir? Vraiment, c'est un grand flou. À mon niveau, j'ai du mal à opiner sur cette affaire parce que je ne peux pas vous dire que je crois à une partie et puis je ne crois pas à une autre partie. Parce qu'on nous a mis dans une situation carrément de confusion totale où on ne comprend même pas qui dit la vérité. Dans la même journée, vous entendez plusieurs sons de cloche. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense que le peuple béninois mérite mieux que ça. Ce que nous sommes en train de vivre dans le dossier à Tao, je suis vraiment gêné, peiné dans ma peau et dans ma chair, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Non, j'ai l'impression qu'au Bénin, nous essayons toujours de créer des dossiers pour nous détourner des principaux sujets de la nation et puis nous nous attaquons à certains sujets pour pouvoir distraire les gens. Non, on n'a pas besoin de cette distraction. Si l'honorable Atao reconnaît avoir été molesté ou bien je ne sais pas trop les verbes qu'il a l'habitude d'utiliser, mais c'est que, et puis le procureur de la République tient un certain de propos, et puis le directeur, le commissaire également, tient également ses propos. Vraiment, j'ai du mal à analyser, j'ai du mal à comprendre qui dit la vérité, qui est en train de mentir. Mais ce qu'ils doivent savoir, le peuple béninois a besoin de comprendre réellement ce qui s'est passé. Parce que c'est comme si on s'amuse avec nous autres, on ne comprend rien. Moi, je dis qu'on s'amuse avec ma personnalité. Et je le dis que si les politiciens pouvaient empêcher que la population béninoise aille à l'école, ils le feraient.
parce qu'ils vont se dire, mais ils vont réfléchir pour analyser un peu les faits. Mais c'est forcément à des gens qui ne peuvent pas réfléchir qu'il faut faire des montages de ce genre. Parce que moi, j'appelle ça un montage. Comme le disait quelqu'un dans ce même pays, c'est un canular. C'est carrément un montage qui ne dit pas son nom. Maintenant, qui dit la vérité? Orientez-nous pour qu'on puisse opiner. Sinon, qui a intérêt à monter un tel dossier justement, dans les deux camps? Justement, à ce niveau-là, l'intérêt est partagé parce que chacun tire le de son côté. Chacun veut se protéger. Le directeur de la police dit, bon, lui, même si la police républicaine fait des choses, ce n'est pas au niveau du tribunal qu'on va molester les gens. Mais on dit, ça dit, quand vous écoutez les faits, vous vous demandez dans quel pays vous êtes, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous demandez, mais est-ce qu'il n'y a pas des intellectuels parmi les gens? Vous vous demandez, mais tout le monde est analphabète dans le pays, mais personne n'a l'esprit d'analyse et de discernement. Non, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Il y a mieux à faire et il faut forcément qu'on puisse voir clair. Et je l'ai dit également ailleurs, l'honorable Atao, on a besoin de le voir vivant par rapport à tout ce qu'on lui a infligé comme charge. Il doit pouvoir répondre pour qu'on puisse sentir effectivement que le voilà. Pour l'instant, il est vivant. On parle de troubles. Oui, mais écoutez, il est vivant, mais vous imaginez, vous passez devant le CNHU, tout a été encadré. C'est difficile. C'est pour distraire les Béninois. Il dit c'est pour distraire les Béninois. Le gars, il est sur un lit et on dit qu'il n'est pas malade. Bon, on dit qu'il est malade. Lui-même, il dit qu'il est malade. Qu'on l'a bastonné, qu'il a eu ceci. Maintenant, on a fait des analyses, on découvre qu'il n'a absolument rien. Mais qui croit? Est-ce le professeur qui a fait le diagnostic médical qu'il faut croire? Pour interrogation. Et qui le connaissait? Personne ne connaît cette histoire-là. Donc c'est pour vous dire que, franchement et honnêtement, il ne faut pas que les gens s'amusent avec notre intelligence. On n'en a pas besoin. Franchement, honnêtement parlant, il faut que les gens arrêtent dans la République de masturber notre intelligence. Franchement, ce n'est pas bien. Nous avons mieux à faire. Et puis, cette affaire, c'est encore un autre dossier qui est en téléchargement. Dieu seul sait ce qui va se passer, que la justice fasse son travail normalement et que nous soyons vraiment éclairés pour pouvoir mieux opiner sur ces faits-là. Sinon, honnêtement, j'ai assez de réserves sur ce cas-là. Et quand vous êtes à l'extérieur ou bien vous êtes un étranger en griffe dans le pays, vous entendez ces genres de choses dans un dossier pareil, quel regard pourrez-vous avoir sur l'arsenal juridique de Non, moi je pense que pays. C'est de la plaisanterie, vraiment, et de très mauvais goût, parce que c'est quand même une affaire importante où des honorables personnes se retrouvent aujourd'hui en prison. Ce cas de faux médicaments a conduit des gens qui aujourd'hui sont vraiment à l'ombre, derrière les barreaux, pour 6 mois. Et ceux-là ont intérêt à ce qu'on clarifie au plus tôt le dossier pour qu'on sache réellement qui est qui fait quoi, et comment comprendre que celui qui a été pris pour le principal responsable de cette affaire vraiment nous mette soit amené dans cette situation. Vraiment, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'on est en train de cacher, on est en train de vouloir dissimuler cela et pouvoir passer entre les mailles pour pouvoir s'en sortir. Je ne sais pas où se situe le problème. Il est venu, il s'est rendu, le juge l'a écouté, il l'a placé sous convocation. Normalement, le procès devait poursuivre tranquillement son cours. Mais quelle a été la nécessité de cette mise en scène à laquelle nous sommes en train d'assister? Aux dernières nouvelles, l'homme aurait entamé une grève de la faim. Comment on peut comprendre ça? Quel est l'élément qui fonde, en tout cas, cet acte-là? Est-ce qu'il est si fou pour s'infliger personnellement et aussi vertement ces souffrances physiques? Moi, je me pose vraiment des questions. Et la justice a quand même tous les moyens pour pouvoir gérer et instruire ce cas avec succès. Mais alors, de qui se joue-t-on? Moi, je pense vraiment qu'on est en train de se jouer des Béninois. Et comme vous l'avez dit, c'est vilain. Il ne faudrait pas qu'on jette de l'opprobre sur la justice et sur le pays tout entier. Parce que nous, quand même, nous sommes là et nous défendons vaillamment ce peuple. L'autre chose, j'aimerais bien jeter un pavé dans la mare de la presse aussi. Parce que la presse, quand même, a ce rôle-là maintenant de pouvoir nous révéler réellement le fond de la chose. Pourquoi on ne peut pas investir? La presse, comme il y a vu quand même nos confrères qui étaient allés interroger l'honorable Atao Renouho au CNHU de Cotonou et qui ont divulgué ses propos. Ils sont allés également dans l'autre camp pour avoir des informations. Mais c'est difficile, par exemple, à un journaliste d'analyser l'état psychologique d'un député. Ce travail-là revient aux médecins. Mais voilà que les médecins, le procureur de la République ne peut pas inventer cela. C'est sûrement un dossier médical qui lui a permis de il a quand même prêté serment. Donc on ne peut que faire flanc aux informations que nous avons en attendant
d'avoir d'autres éléments Oui, mais il y d'appréciation. a une nécessité quand même d'aller au-delà de ce que nous avons là. En quoi faisant, là? Bon, c'est ça. C'est-à-dire, il faudrait que chacun, en ce qui le concerne, décide vraiment de révéler les dessous de cette affaire. Et ça, ce n'est plus avec les armes dont nous disposons pour généralement faire le travail. Il faudra recourir à d'autres armes. Nous sommes des hommes. Nous avons eu assez de méthodes dans la profession pour rendre compte de ces genres de situations. Il s'agit ici de prendre une décision. C'est vrai que cette investigation-là ne sera pas facile. Et il faudra aller au-delà. Il faudra, comment dirais-je, pénétrer vraiment le noir qui est en train d'obscurcir tout ceci pour vraiment nous révéler l'information qu'il faut. Parce que j'ai comme l'impression, j'ai l'intime conviction qu'il y a quelque chose qui se joue. Non, mais sous d'autres cieux, il y aura une contre-expertise pour voir si c'est vrai que l'honorable a des problèmes psychologiques. Mais qui le fera? Mais écoutez, l'honorable n'est pas un petit, hein. Il sait quand même par quelle va passer pour faire une contre-expertise. Il est libre, puisque nous sommes en démocratie. Il n'a plus. Il n'est pas malade, il est malade, mais il n'est pas... Le médecin traitant trouve qu'il a un problème. C'est-à-dire, je me demande, on joue vraiment avec qui? C'est que c'est difficile même d'opiner, quoi. Celui-là qui a des troubles s'est déplacé lui-même pour aller au tribunal, se présenter devant le juge, et subitement après, on l'aurait tapé, et il s'est retrouvé à l'hôpital. Mais quand on le tapait, on n'a vu aucune photo, et subitement, on l'a retrouvé à l'hôpital avec une vidéo quand même qui est passée un peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est-à-dire, j'ai du mal vraiment à opiner sur cette histoire. Voilà, donc c'est une affaire à suivre de près. Vraiment, Merci vraiment. à vous. Le sujet du jour, c'était donc la malversation observée au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, des anomalies révélées par le Conseil des ministres du 25 avril dernier, plus de 1,5 milliard de francs CFA donc détournés. Invité pour en parler, Peguidovic Dagba, le rédacteur en chef de Diaspora FM, ensemble avec Rustico Audrey, expert financier, analyste politique. On a essayé de décrypter ce sujet avant d'ouvrir une brèche pour parler du dossier à Tao. En nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Télévision à 13h30.